Bonjour messieurs, dames, ici Eric Leray, donc pour une émission écologie, vie, nature et entrepreneuriat. Et vous allez voir, justement, on va rentrer dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat, mais dans le domaine du parasite. Alors, je veux quand même citer l'émission de Caroline Mayou, qui en a fait une dans son émission Soignez-vous, avec Pierre-Martin Jobert, qui est ici à mes côtés. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Pour une nouvelle fois, mais dans une autre émission. Alors, j'aimerais débuter l'entrevue par, en fait, l'aspect professionnel, parce qu'on en a parlé récemment, là, je trouve que c'est intéressant. Et puis, je trouve qu'en même temps, c'est une façon d'aborder un sujet qui est abordé par les conteurs. Je vous rappelle quand même le joueur de flûte de Hamelin, qui est un conte très connu au niveau mondial, et qui rappelle ce monsieur qui est embauché par un village. Alors j'ai lu l'histoire à mes enfants, donc souvent, où avec sa flûte, il va sortir les rats de toute la village. Et comme on voit que Paris, Montréal, enfin toutes les capitales sont envahies par les rats, alors j'ai vu qu'on a essayé avec certains animaux, une sorte de naturelle, une technique naturelle. Bah, ça tombait bien parce que vous êtes pour une gestion parasitaire responsable. Alors vous allez nous expliquer un peu c'est quoi le métier que vous faites et disons l'organisation professionnelle au Québec. C'est important. Alors ce que je fais, moi je suis consultant en approche antiparasitaire, à savoir que je suis issu du monde de la gestion parasitaire, donc ce que les gens appellent communément les exterminateurs. Mais par contre, j'ai pris un chemin de travers, j'ai pris un chemin parallèle là-dessus, parce qu'il y a des façons de faire qui, moi, ne me conviennent plus. D'accord. Alors, vous avez une entreprise qui s'appelle Dussorin Extermination. Gardez la vie. Dussorin, tout simplement. Dussorin. Okay, parce que j'étais sur votre site internet. Mais vous annonciez que vous avez un nouvel... Oui, je suis en train de refaire là-dessus, parce qu'il y a des choses qui évoluent dans mon approche à ce niveau-là. Et donc, il y a des façons de faire. J'ai aussi un choix de cible de clientèle qui est beaucoup plus précis. Oui, bah, à savoir que là où je m'en vais, je vais surtout m'adresser aux avocats quand il y a des litiges là-dessus entre vendeurs, oui, parce que vous intervenez dans vos services, vous êtes rédaction de rapport, témoignage au tribunal, aide pour les avocats, l'analyse, enfin, vous offrez toutes sortes de services. Tout à fait. Voilà. Y compris aussi pour les municipalités, s'ils veulent avoir une cohérence et rejoindre les cibles au niveau écologique qui se sont fixés et qu'ils ont annoncé à leurs citoyens. Comment le faire de façon vraiment Alors vous êtes consultant, mais il y a quand même le métier, ça s'appelle... technicien en gestion parasitaire. Technicien au Québec ? Oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, alors là, officiellement, c'est ça. Parlez-nous de l'association québécoise de gestion parasitaire. Oui, c'est une association de propriétaires d'entreprises. Une association d'entreprise, ce n'est pas un ordre comme l'ordre des médecins ou l'ordre des infirmières ou quoi que ce soit. C'est tout simplement l'ensemble des entreprises de gestion parasitaire qui se réunissent. Quand je dis l'ensemble, il y a des entreprises qui n'en font pas partie. D'accord. Voilà. Donc, et puis est-ce qu'il y a un salon régulièrement ? Il y a des congrès régulièrement pour les techniciens et pour les propriétaires, pour pouvoir parler des nouveaux règlements, pour pouvoir parler des limitations ou des nouveaux produits qui apparaissent, des choses comme ça. Et puis pour les techniciens, c'est surtout de la formation qui leur est apportée. Qu'est-ce qui a été trouvé par rapport aux punaises de lit, qu'est-ce qui a été trouvé par rapport à ça, comment c'est les innovations récentes, quoi, on va dire. Ça peut être des innovations, puis ça peut être du rappel là-dessus. C'est un bon moment. Puis les vieilles méthodes aussi, qui sont peut-être valables encore aujourd'hui. Ben, ce qu'il y a, c'est que... On va revenir sur le détail. Voilà, c'est dommage parce que les vieilles méthodes, ce qu'on dit, les remèdes de bonne femme... Ou de grand-mère. Oui, mais ça n'a rien à voir avec mesdames. Ah bah oui. C'est les remèdes de bona fama. Fama, c'est la réputation en latin. C'est donc des remèdes de bonne réputation, donc des solutions qui se transmettent, quoi, qui se transmettent. Voilà. Pas forcément par les femmes ou les... Non, mais c'est juste que c'est de la bonne réputation, c'est des choses qui fonctionnent. Alors, donc cette association existe depuis longtemps, vous savez pas? Oui, ça fait quand même pas mal d'années là-dessus. Okay. Et donc, j'ai plus en tête la date là-dessus, mais. Est-ce que c'est officiel? Ah oui, tout à fait. Il y a un site internet. Oui. Il y a combien de membres à peu près?
Tu n'as pas une idée? J'ai pas là-dessus. Moi, j'ai décidé parce que ça tournait toujours sur la même chose. Ouais. Et puis mon approche là-dessus correspondait plus avec. Alors on va revenir sur votre approche, mais voilà. Alors vous m'avez dit, c'est important, qu'il y a beaucoup de liens avec les industries pharmaceutiques et du pesticide. Ben, tout simplement, quand on regardait là au niveau des investissements boursiers et tout, quand on veut la catégorie dans laquelle on veut, par exemple, mettre sur Pfizer des sous ou sur un autre, Moderna ou n'importe, ben, cette catégorie-là s'appelle tout simplement la phytopharmaceutique. Et quand on parle de phyto, en général, c'est les pesticides. Donc, pesticides et pharmaceutiques sont les mêmes. Puis, juste, je vais prendre un exemple. Et donc, les professionnels de cette association utilisent les services de ces entreprises? Les grossistes, les produits, les produits de gestion parasitaire, tous les poisons qu'on va retrouver tant sur les canettes dans le domaine public là-dessus, qu'on peut acheter directement dans le commerce ou qui sont fournis catégorie commerciale aux professionnels. Ce sont les entreprises, les fabricants de pesticides chimiques. Eh bien voilà, donc on voit encore un conflit d'intérêts là derrière tout ça. Alors justement, vous avez une approche différente. Alors en quoi est-elle différente? Parce que moi-même, j'ai entendu Caroline parler de ces problèmes d'invasion. Moi j'en ai eu aussi, les coquerelles, les souris. Bon, j'ai pas eu de puce de lit, heureusement. Punaise. Le punaise de lit, là, tant mieux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est plus... c'est pour ça que j'ai appelé le joueur de flûte d'âme, là, parce que c'est comme un conte. Pour moi, c'est vraiment quand on voit des souris se balader, on n'est pas très content, quoi. On n'est pas très content, quoi. Entre puce et punaise, c'est pas le même insecte. C'est comme non, je reviens pas là-dessus. Enfin, je dirais que je pense qu'on s'en fout un peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bestioles qui sont là. Alors, vous avez une approche, j'allais dire humaniste, dans le sens humain par rapport aux autres, mais vous aimez les animaux. Enfin, dans vos témoignages, j'ai vu les interviews que vous avez. Vous parlez même, parce que vous avez quand même gardé la vie en vie. Tout à fait. Et alors, expliquez-nous d'où ça vient, justement, cette différenciation. Tout simplement parce que tout animal, tout être vivant a son... Est-ce que vous êtes bouddhiste ou vous êtes... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je ne suis pas bouddhiste là-dessus. J'ai... Non, ma perception des choses, ma perception des choses, et puis j'ai tout simplement remarqué que chaque être vivant, chaque animal, chaque insecte, arthropode a son utilité. Parce qu'en Inde, je sais qu'il y a des philosophies qui respectent les animaux, les insectes. Il y a des villes où avec les rats sont intouchables, etc. Oui. Ou les vaches. Moi, j'en suis pas là à ce niveau-là. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que si je peux capturer plutôt que tuer, je vais le faire. Alors c'est pour ça que vous avez retiré extermination. Exactement. Parce que vous êtes plus dans... Alors, mais d'où ça vient? Est-ce que c'est parce que vous avez senti un besoin parmi les gens, comme Caroline, qui le dit d'elle-même d'ailleurs, puisqu'elle a contacté son propriétaire, elle explique ça très bien. Je trouve ça très pédagogique. Mais c'est juste un accident. Parce que moi aussi, j'ai contacté mon propriétaire, et puis c'est ce qu'on fait naturellement. Ouais. Mais c'est tout simplement, ça vient, cette prise de conscience vient d'un incident. J'étais responsable d'une équipe, j'étais chef d'équipe là-dessus. On avait à faire une intervention dans un immeuble, donc à pulvériser un insecticide. Mais c'était un mélange d'insecticides là-dessus, très dosé, très particulier. Mois de février, moins 25 degrés Celsius, donc on avait la tuque, on avait le manteau, on avait le polar, on avait le pull, et les chemises officielles, manches courtes. Et puis là, je commence à préparer, à mettre les produits, puis j'enlève la tuque, je commence à avoir chaud, j'enlève le manteau, j'enlève le polar, j'enlève le pull. Alors qu'il faisait moins 25. Moins 25 degrés, je suis en bras de chemise. Je suis rouge à peu près comme une Ferrari, et je commence à transpirer. Waouh. Donc là, et je faisais 3 fois 2 heures de salle dans la semaine. Ouais, donc j'avais votre corps était bien. Voilà. Ouais. Mais
j'ai eu cette réaction-là. Donc les copains m'ont dit non, tu vas remplir les papiers, on va voir exactement pour faire les dosages et tout, vraiment respecter sur les trucs. Donc pour que ce soit bien respecté, c'est j'en ai chargé un de pouvoir faire ça. Et puis je suis allé remplir mes documents à l'intérieur. Puis après, j'ai été complètement écarté de cet environnement-là. Ah puis plus tard, c'est quand même, chaque fois que j'ouvrais un pot... Donc vous ne pouviez plus travailler là où vous étiez... Là, je menais l'équipe, puis après, j'ai dit, bon, c'est peut-être juste quelque chose à ce moment-là. Chaque fois que j'ouvrais un pot ou que je préparais, ouf, j'avais mon corps qui réagissait. Okay. Donc, j'ai commencé à me dire, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui me fait réagir? Puis là, je suis allé chercher quelle était la molécule et comment elle agissait, comment elle faisait. Et c'est là où je me suis aperçu que c'était un neurotoxique. Neurotoxique, c'est toxique pour les nerfs, donc ça joue sur le système nerveux de l'insecte, ou de l'arthropode. Alors, je vais dire, les insectes font partie de la famille des arthropodes. Arthropode, c'est tout ce qui a un squelette extérieur, carapace, etc. Donc, à partir de là, si ça joue sur leur système nerveux, qui est une suite de neurones, quels sont les autres animaux qui ont une suite de neurones dans leur système nerveux? Tous les êtres vivants. Okay. Tout ce qui se déplace, tout ce qui est... C'est ça, un poisson a un système nerveux. Nous, on a un grand système nerveux. Et en plus de ça, par rapport aux insectes, on a des narines, donc une grande capacité à inhaler tout ça. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire, ça donne quoi? Le fait que ça joue et que ça empêche la cholinestérase qui vient retenir, qui vient calmer au niveau de la synapse, c'est-à-dire au niveau de la jonction des deux neurones. Une fois que l'influx nerveux est passé, il faut calmer ça, sinon les neurones vont continuer à vibrer, vont continuer à passer, ils vont se fatiguer, ils vont mourir. C'est comme ça que les insectes meurent. Donc à partir de là, ça donne quoi si les gens inhalent ça, si les gens mangent ça, si les gens marchent dans l'herbe où on a mis ça parce que les fourmis et tout. C'est votre expérience, une prise de conscience. C'est cette expérience personnelle qui vous a obligé à trouver d'autres méthodes. Exactement. Mais là, je suis allé chercher le pourquoi, comment ça fonctionnait. Ça, Et là, je me suis posé la question, ok, moi je fais cette réaction, ça donne quoi sur une personne âgée dans le système immunitaire? Ça donne quoi sur une personne qui a déjà un terrain allergique? Ça donne quoi sur un enfant de moins de 6 ans? Ça donne quoi sur le nourrisson qui vient de sortir de la maternité, qui a fini de faire son système nerveux, et son système immunitaire? Ça donne quoi sur le bébé qui est en fabrication dans le ventre de sa mère quand la maman respire ça? Parce qu'il y a aussi une chose à savoir, c'est que d'un côté c'est relativement bien pour le côté moins gênant, c'est qu'il y a de moins en moins d'odeur dans les pesticides qu'on va pulvériser, que les gens pulvérisent, mais d'un autre côté, c'est qu'ils sont toujours présents. Quand on va pulvériser, je vous donne l'exemple, on prend ce verre d'eau, je vais le jeter contre un mur, mais il va y avoir des gouttelettes. Quand on va pulvériser avec de la pression sur une fente, une fissure, sur un truc, avec des pulvérisateurs, des pompes avec pression, mais il y a des micro-gouttelettes. Ces micro-gouttelettes, on va les respirer, on va les prendre sur la peau. La peau est une éponge. Donc à partir de là, tout simplement, ça va où? C'est récupéré par la lymphe et tout, ça va dans nos petites graisses. Mais est-ce que d'autres personnes n'ont pas constaté ça avant vous? Parce que ça doit... Je suppose qu'il y en a qui ont constaté. Puis ils n'ont pas réagi Moi, j'ai décidé de prendre en main ça, de choisir d'autres visions, une autre approche. Et donc, au début, du serin, je l'avais fait pour une comparaison, pour pouvoir dire ça. Puis, certifier les entreprises qui étaient bien gérées à ce niveau-là, qui avaient de bonnes choses. Et puis, au fur et à mesure, la vie m'a amené à prendre conscience de certains éléments. Et je suis on va creuser parce que vous avez fait un modèle aussi. Alors, j'aimerais juste revenir sur les liens entre la pharmacie et les pesticides parce que vous m'avez appris une chose, enfin je n'avais pas fait le lien, pourtant j'étais à Radio Shalom pendant quelques années, mais qu'il y avait un lien avec une entreprise importante qui s'appelait EG Farber, qui était une entreprise lors du siècle dernier, dans les années 40 à peu près, en Allemagne, qui avait
qui était une entreprise de fabrication de pesticides chimiques. D'accord. Et qui a eu un gros contrat avec le gouvernement à l'époque. Gouvernement qui était dirigé par un certain A. Hitler. Ouais. Et qui fournissait du Zyklon B, qui est un insecticide puissant, un neurotoxique puissant, pour, semble-t-il, fournir des douches à certaines autres personnes. Ouais. Donc à partir de là, ben, il y a eu, après la guerre, il y a eu cette entreprise-là qui est partie en petits morceaux. Mais donc l'aspect neurotoxique est déjà connu dans ce domaine-là, parce qu'il y a eu cette application. On parle quand même de 7 millions de morts, de personnes qui ont été scandaleusement massacrés parce qu'ils étaient juifs. Il faut le rappeler. Il y a eu ça, il y a eu des Tziganes, il y a eu des Russes, il y a eu mais beaucoup moins. Je ne fais pas le calcul là-dessus. Moi, je fais le calcul, oui. Avec le père Patrick Desbois, d'abord, qui en a découvert encore plus en Ukraine. Hein. Ah oui, ben c'est ça aussi. C'est qu'il y a eu énormément de choses. Je ne nie pas l'atrocité de la chose à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je dis simplement qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui ont été mêlées là-dedans. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant et unique dans l'histoire humaine, c'est que c'était une industrie une industrie organisée au plus haut point, puisqu'il y a eu plusieurs films qui ont été faits pour... Enfin, c'est pas le propos, mais c'est l'idée que donc s'intéresser aux insectes, ça a été aussi l'objet d'une fabrication d'un produit. Alors, vous avez donc une société. Alors, peut-être rappeler que vous avez quand même une expérience française. Vous avez 25 ans d'expérience en prévention et en gestion parasitaire entre la France et le Québec. Des milliers de cas résolus. Donc, alors, vous avez rappelé à juste titre que vous êtes aussi un expert juridique. Je ne suis pas un expert juridique en tant que tel, parce que vous servez de témoin. Mais voilà, moi je vais constater certains faits, je vais trouver le pourquoi il y a cette problématique-là. C'est dû à quoi? Ça vient de quoi? Ça donne quoi comme conséquence? Est-ce qu'on a traité, pas traité? Quelles sont les conséquences des traitements sur l'humain, sur l'environnement, sur l'efficacité ou pas? Puis voilà, c'est... Alors la philosophie qu'il y a derrière, c'est là-dessus que je voudrais insister, puisque vous avez fait un modèle. Vous dites que la boussole antiparasitaire est reconnue comme l'entreprise visant à faire évoluer l'humanité vers un monde où l'homme et le vivant sont en totale complémentarité. Moi, ce que je vois dans les émissions comme Découverte, j'ai 3 enfants, donc moi aussi, on essaye de les sensibiliser à la nature, mais c'est l'enfer. Enfin, la nature, c'est l'enfer. Enfin, je veux dire, on voit le lion qui bouffe un truc, la girafe. C'est une bataille continuelle. Enfin, est-ce que vous êtes comme Cousteau? Est-ce que vous êtes dans un monde un peu différent de la réalité, ou est-ce que vous essayez de tirer une autre philosophie de ce que vous observez? Alors, je vais juste citer un exemple là-dessus. Ouais. On dit les chats... Mes questions, ils sont un peu provocatrices. Hein, non, mais c'est très correct là-dessus, il n'y a pas de problème, j'adore ça. Les chats sont censés chasser les souris et les rats. Ouais. La ville de Paris, il y a quelques années de ça, a lâché des chats dans Paris pour diminuer les rats. Puis quand les gars des poubelles ouvraient les containers, à l'intérieur, il y avait des chats et des rats qui étaient les uns à côté des autres, en train de manger. C'est tout à fait un équilibre. Moi, j'ai vu plutôt des ratiers avec les fermes, là, quand le matin à 5 h ou même le soir à minuit, on avait avec des petits bâtards, là, mais alors ils t'en chopaient un ou deux. Oui, mais c'est parce qu'on a le chien, quand on va aller l'éduquer sur quelque chose, sur une mission à faire, comme il y a des chiens pour aller sortir, pour aller détecter les endroits où il y a des punaises de lit, et c'est l'une des meilleures techniques là-dessus. Les rats pourraient le faire aussi si on arrivait à le faire, parce qu'ils ont même un odorat plus développé que ça. On voit en Australie, vous voyez, c'est inondé de souris, ils ont une pandémie de souris en Australie. Comment ils peuvent lutter? Parce que je note cet exemple-là parce que je sais qu'ils avaient répandu des scarabées dans le désert, parce que les scarabées avaient tendance à utiliser la merde des vaches ou des chameaux, d'ailleurs, c'est là où il y a le plus de chameaux dans le monde, c'est pas en Arabie Saoudite, et ils creusaient un trou, puis ils mettaient ça en terre, donc c'était une façon naturelle d'utiliser
justement la complémentarité naturelle pour essayer d'améliorer, d'enrichir la terre. Est-ce qu'on peut trouver d'autres exemples comme ça? Parce que là, par exemple, vous parlez de chats, qui étaient peut-être trop domestiqués, mais là, ils essaient avec les hermines, par exemple. Là, j'ai pas eu l'information sur les hermines. Un exemple de trouver, vous parlez de complémentarité, mais d'essayer de trouver des méthodes naturelles pour combattre... moi, quand on récupère, par exemple, une maison qui a une infestation de souris, déjà, on va trouver par où elle passe. Et puis il y a certaines informations. Vous expliquez qu'il faut du temps pour aller voir comment... Il faut prendre le temps là-dessus, lors de la première inspection, d'aller trouver exactement quel est le chemin qui est pris, quels sont les endroits où il y a les entrées, et puis à partir de là, puis on va aller capturer celles qui sont restées à la maison. Et on va aller, moi je les récupère, je fais tout pour pouvoir les récupérer vivantes, puis je vais aller les replacer dans la nature. À quelques dizaines de kilomètres de là où je les ai capturés pour éviter. On va éviter dans un parc proche d'une maison ou quoi que ce soit, ou vraiment en forêt ou au bord de l'eau. Puis le restant de la nature va faire son effet. La souris va faire ce qu'elle a à faire là-dessus, va avoir ça. Puis si elle sert de nourriture à notre animal ou quoi, ça fait partie de la chose. Pourquoi on a des maisons avec des fourmis charpentières et puis la maison à côté où il n'y en a pas? Oui, les termites par exemple aussi, c'est terrible, ça bouffe une maison en quelques mois. Là encore, ça va, au Québec, on n'a pas énormément. Non, ça va, c'est beaucoup à cause plus du froid, peut-être à cause de... Exactement. C'est comme à part peut-être cette année là-dessus, mais généralement, on n'a pas trop de frelons japonais. Alors justement, c'était une question que je voulais poser. Ils craignent. En général, le froid vient pas mal tuer tout ça. Donc là, cette année, par contre, j'ai peur qu'on risque d'avoir une petite recrudescence parce que les frelons japonais ont tendance à monter des États-Unis. C'est pas fini encore. Il n'y a pas eu d'hiver, en fait. Il y a eu 2 jours à moins de 30. Mais c'est un bon exemple. Je parlais justement comment vous appelez les guêpes japonaises, non? Les frelons japonais. Les frelons japonais. Parce qu'en Bretagne, on avait fait un reportage... on voyait un homme qui utilise des poules. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que la particularité du frelon japonais, contrairement à la guêpe ou au frelon dit européen, mais qui vient quand même d'Asie, c'est que le frelon japonais a tendance à pouvoir faire comme un hélicoptère et à rester sur place, à faire un vol stationnaire. Ce que les autres ne peuvent pas. Ni la guêpe, ni l'abeille, ni le truc. Ils sont obligés de toujours bouger. Vous regardez une abeille près d'une fleur, elle bouge tout le temps. La guêpe, qui est une protectrice énergétique, bouge tout le temps. Là, le frelon japonais est stationnaire. Donc la poule, elle vient, elle le mange, c'est plein de protéines, donc elle le récupère. Mais par contre, comme les abeilles ou les autres guêpes sont tout le temps en train de bouger, la poule ne peut pas les récupérer. Ah ouais, c'est bon. Et il y a beaucoup de... Ici, j'ai été en contact justement pour problème de fourmis charpentières là-dessus. Et la façon dont j'interviens, c'est que oui, il va y avoir une intervention à l'intérieur de la maison, mais une intervention aussi à l'extérieur pour voir les nids. Et avec, je mets une espèce de restaurant sur piquet avec 2 réservoirs et des trous pour que les fourmis puissent grimper. Et les problématiques des apiculteurs avec qui j'avais un contrat, j'avais une entente, c'était que les petites abeilles ne rentrent pas. On a trouvé le moyen pour pouvoir faire cette protection-là. Les abeilles ne pouvaient pas rentrer, donc elles ne pouvaient pas aller chercher ça qui était empoisonné. Il n'y a eu aucune ruche qui a été touchée. Par contre, il n'y a plus eu de fourmis charpentières, parce qu'elles pouvaient passer par en dessous et grimper à l'intérieur dans le tuyau. D'accord. C'est un très bon exemple. Donc, alors, punaise des lits ou de souris ou plutôt les coquerelles, est-ce que vous avez des techniques particulières là aussi, ou est-ce que c'est... à chaque fois, ce sont des techniques qui sont différentes. On ne va pas traiter la coquerelle comme une punaise de lit. C'est pas du tout la même chose. On ne va pas du tout les retrouver à ces endroits-là. Donc, que ce soit les coquerelles ou les fourmis, on va leur donner à manger. Pour la punaise de lit, on va éviter de donner à manger, parce que sinon il faudrait que les gens restent
sur leur lit à longueur de journée, puisque on leur sert de nourriture, on leur sert de restaurant. Par contre, il y a des choses à aller vérifier, des traces, que ce soit chez les uns, chez les autres. Oui, parce que là, regarder, à aller vérifier là-dessus leur présence. Et à partir de là, il y a des techniques qu'on peut mettre en place sans utilisation de pesticides chimiques. Et pourquoi? Parce que tout simplement, que ce soit pour la coquerelle, et ça c'est une université à Madrid qui l'a sorti, qui est en collaboration avec une grande entreprise de gestion parasitaire européenne, et pour les punaises de lit au niveau de Michael Porter de l'université du Kentucky, qui est un grand spécialiste des punaises. Et elles ont la particularité de développer un enzyme qui vient neutraliser l'insecticide, l'effet de l'insecticide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'homme qui s'habitue aux insecticides, qui évolue dans son ADN, il y a aussi les voilà, donc il développe ça dès que... alors quand on va pulvériser le produit directement dessus pour la première fois, c'est ça, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plupart des molécules dans les produits, dans la majorité des produits, c'est les mêmes. C'est la même molécule, c'est à base de péritrénoïdes. Donc c'est exactement le même neurotoxique. Mais c'est décliné dans différents supports. C'est juste voilà, un emballage différent. Pour les souris, moi j'ai trouvé un truc qui est vraiment efficace et beaucoup moins cher. C'est une sorte de plaque collante là. Parce que bon, j'ai essayé comme tout le monde, d'essayer de mettre des tapettes, du poison, un petit verre là. Et puis le plus efficace et qui a permis de stopper, mais malheureusement j'ai pas eu comme vous le réflexe de colmater les sources parce que je suis pas propriétaire. Donc ils ont toujours cette possibilité de venir de l'extérieur. Mais une petite plaque autocollante à 2-3 $ chez Dollarama. Et puis, le seul détail c'est que ça fonctionne 2 saisons par année. Ouais, il faut changer régulièrement, quoi. Non, ça fonctionne que 2 saisons par année. C'est-à-dire ? À l'été et à l'hiver. Ah oui. Au printemps et à l'automne, les souris, les rats perdent leurs poils pour changer, justement, les avoir plus longs ou plus courts. Ben là, les vieux poils restent là-dessus, puis la souris s'en va. Ah ouais, donc, ça sert strictement à rien. C'est bon ça. Tu vois, ça sert à rien. Ça c'est l'expérience. Ah justement, là c'est intéressant ce que vous venez de dire. Il y a une démarche scientifique chez vous parce que même si vous n'avez pas, vous avez fait des études dans le domaine, mais vous essayez de essai-erreur et puis grâce à ça vous évoluez. Et vous avez évolué depuis 25 ans. J'essaye d'éviter les erreurs. Oui, mais c'est vraiment une méthode. C'est une vraie méthode scientifique, parce que vous êtes là confronté à... Alors, avec tout ça, je trouve que vous êtes vraiment un intellectuel de votre métier, parce que c'est rare de rencontrer quelqu'un qui est dans le domaine de l'intervention antiparasitaire, mais... Encore qu'on disait la même chose des animateurs de télévision sur le web, parce que les gens n'ont pas forcément une formation de journaliste, on dit que c'est des gens des autodidactes, quoi. Donc quelque part, est-ce que l'autodidacte n'est pas le vrai scientifique? C'est ça, c'est justement parce qu'on a un cerveau, on réfléchit, et chacun a les mêmes capacités, ça dépend ce qu'on en fait. Et vous avez développé un modèle. C'est pas que j'ai développé, ça c'est ce schéma-là du triangle, là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la lutte, officiellement la lutte intégrée, qui théoriquement doit être mise en place par toute entreprise de gestion parasitaire. C'est un modèle qui doit être affiché ? C'est un modèle de pratique. D'accord. Voilà. À savoir qu'on va aller regarder à l'extérieur s'il y a les trous, s'il y a ci, s'il y a là, voir ce qu'on peut faire à l'intérieur de la maison pour éviter ça. On va aller vers le côté naturel, puis au dernier moment, là, sur la lutte chimique, voilà. Donc, alors, à ce niveau-là, expliquez-nous, ça commence en haut, le lutte chimique. On dirait on va commencer par en bas, on dirait une pyramide de Maslow, je ne sais pas si vous connaissez. Mais oui, tout à fait. tout à fait. Lutte chimique, d'abord. Les mesures préventives, c'est donc calfeutrer les accès. Mais ce n'est pas juste calfeutrer les accès par rapport aux souris, par exemple, parce que la souris va rentrer dans un espace qui n'est pas plus gros qu'un 10 sous. Donc c'est à peu près la grosseur d'un doigt. Donc à partir du moment que la tête passe, que le crâne passe, tout le reste va passer, quelle que soit la grosseur. Là, sur une de mes vidéos, là-dessus, sur YouTube, on va pouvoir regarder, j'ai 3 vidéos sur les rongeurs. Donc la première, c'est les points communs entre souris et rats. La deuxième, c'est spécifique souris. Et la troisième, c'est spécifique rat. Et les rats sont des animaux extrêmement intelligents. Quelques kilos de plus, quelques centimètres de plus, c'est eux qui dirigeraient la Terre. Donc,
On va calfeutrer les accès, conserver en lieu sûr les denrées alimentaires, les déchets, les textiles, etc. Et puis, bon, si on pouvait laisser le... Voilà, merci beaucoup. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser des répulsifs, mais encore, il faut savoir quel type de répulsif on peut mettre. Détection précoce, reconnaître les signes d'infestation, ça peut être des traces sur les murs, au bord des trous. Et j'expliquais justement à Caroline la dernière fois que les rongeurs, rats ou souris, ont pour leur protection sur leur peau une graisse qui vient faire un imperméabilisant là-dessus, comme un manteau à trois épaisseurs là-dessus, c'est la même chose. Mais cette graisse-là, quand ils viennent se frotter, elle reste sur le mur. Donc ça va faire une trace. Ou des excréments là-dessus. Des petites déjections. Là, pour les souris, par exemple, c'est une moitié d'épaisseur d'un grain de riz, quoi. Puis pour les rats, c'est comme une grosseur d'olive, à peu près d'un noyau d'olive. Déterminer l'espèce du nuisible, évaluer les risques et les dommages. Est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? Une punaise des bois d'arbres qui rentre dans une maison, on la prend, on la met dehors, mais on n'a rien à craindre. C'est pas ça qui va venir nous piquer. Elle, c'est la sève qui l'intéresse, c'est pas notre sang. Lutte non chimique, donc c'est des solutions mécaniques, on en parlait, des boîtes de capture, solutions physiques, solutions biologiques. Alors il y a un certain pour certains animaux, ils vont mettre certains insectes, ils vont mettre des champignons, des choses comme ça, qui vont attaquer ces animaux-là. Moi, je m'arrête là. La lutte chimique en tant que telle, oui, vous avez avec le neurotoxique, oui, avec les perturbateurs endocriniens, oui, je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux pour nous, pour nos enfants, pour nos animaux. Mais il faut trouver des méthodes efficaces, parce que le problème, c'est que les gens veulent quand même, les clients veulent quand même... Mais déjà, en passant par les trois premiers niveaux, on a normalement, si la job est bien faite, on a complètement résolu le problème. Si la personne me dit je ne veux pas boucher le trou de la maison, on peut mettre n'importe quel type de produit chimique, on aura toujours une infestation, on aura toujours une entrée. Et ce qui est intéressant dans votre schéma puis dans votre philosophie, c'est qu'on retrouve ça dans des activités de jardin urbain ou de méthodes, disons, d'exploitation des terres. La permaculture. La permaculture. Effectivement, avec un équilibre des végétaux, quoi. On met des végétaux qui font fuir les méthodes naturelles. On a eu l'habitude, quand on était enfant ou quoi, que l'homme est le summum de la chaîne alimentaire. C'est lui en dessous de l'homme. Pour certains, il y a il y a la femme qui est en dessous, mais pour moi, c'est les deux. C'est l'homme avec un grand H. Pas ici. Voilà, non, moi, c'est avec un grand H, c'est l'humain, et puis en dessous. En Iran, peut-être encore, les femmes se font tuer parce qu'ils veulent enlever leur voile. Ça, c'est autre chose. Mais au Québec, on préfère les femmes voilées, c'est pour ça. Là-dessus, moi, je me réserve à ce niveau-là sur le côté de nos amis, les animaux. Et je dis bien amis, alors que pour moi, on est, et comme la plupart des autochtones, la nature est en symbiose. On retrouve, oui. La nature est en symbiose. C'est un ami Atikamek qui m'a dit... Il ne faut pas qu'il fasse trop froid quand même. Hein. Non, mais le froid, ça permet de faire une page. C'est notre nuit pour la nature. Donc dans la nuit, notre température baisse. Notre température, mais enfin, moins 40, moins 50, on meurt de froid. J'entends bien. Même on peut d'ailleurs, ça peut être l'inverse, ça peut être de la chaleur aussi. Voilà, à plus 50 ou quoi, moi j'ai des difficultés. J'ai plus de facilité à pelleter en bras de chemise à moins 10. Que à sortir au soleil on a compris, c'est une sorte d'harmonie philosophique. Voilà. C'est tout simplement, on a toute une harmonie. S'il y a certains insectes qui rentrent ou certains qui rentrent dans nos maisons, certains disent qu'il y a peut-être un message à comprendre là-dessus. Parce que je vais simplement attirer l'attention de nos auditeurs, c'est que pour tous ceux qui ont un chien, qui ont un chat, quand vous regardez votre chien, votre chat, parfois vous avez l'impression qu'il vous parle. Il n'y a pas dans notre cellulaire le truc traduction et puis c'est quoi le wawa ou le miaou. Non,
avec le regard, ouais. avec leur présence, vous avez l'impression qu'ils sont tout simplement en train de nous parler, d'avoir une communication. Si eux sont capables d'avoir cette communication-là, est-ce que, c'est une question que je pose, est-ce que l'autre animal à sang chaud qui va venir, la souris, le rat, la moufette, le truc, nous apporte pas quelque part un message de la nature, si on pense qu'on est tout en symbiose? Est-ce que le côté... Sans tomber dans le côté Disney, quoi. Non, non, mais est-ce que la présence de fourmis charpentières ou la présence de fourmis de pavé ne vient pas donner un message, ne vient pas donner une information? En tout cas, on peut apprendre beaucoup de choses de l'observation des animaux. Les termites, comment ils organisent leur colonie, c'est incroyable. Ne serait-ce que les fourmis. Ou les fourmis, oui. Les fourmis au niveau de la hiérarchie. Qui arrivent à faire des ponts, des pyramides pour monter dans un truc, ouais. Elles sont capables... Et même des radeaux quand il y a de l'eau. Les fourmis, j'appelle ça un géant minuscule. Elles sont minuscules par la taille unitaire, mais elles sont géantes par la pensée. C'est la colonie qu'il faut voir. D'ailleurs, il y a une chose qui est assez intéressante. Si on prend des fourmis pharaons, alors les fourmis pharaons, c'est toutes petites fourmis, là, c'est même pas 1 millimètre là-dessus. Vous avez soit la tête, soit l'abdomen, l'arrière qui est noir, l'intérieur est rouge-orange. Le thorax, là, est rouge-orange. Et puis, vous les voyez vraiment en file indienne. Et quelque chose. Beaucoup de gens vont mettre un insecticide comme ça. Ah, ben ça va, c'est tranquille. Quelques mois après, ben ça revient, puis c'est les voisins qui commencent à en avoir, puis c'est tout l'immeuble qui en a. Pourquoi? Parce que la fourmi charpentière, la fourmi pharaon, a une particularité. C'est que dans la colonie, et on parle d'une colonie, pas d'une fourmilière, elle est dans les structures dans 99% des cas. Dans la structure du bâtiment. C'est pour ça qu'on l'appelle pharaon. Et il y a une reine principale et des reines pondeuses. Mais quand il y a une lignée, quand il y a une sortie alimentaire qui est attaquée par un insecticide, les autres arrivent, lèvent le flag, on est attaqué, on est en alerte. Donc chacune des reines pondeuses va partir avec un petit groupe vers d'autres destinations. Mais chacune de ces destinations, de ces nouvelles colonies, reste en lien avec les autres. Ah ouais. Donc, et elles vont chacune de ces petites colonies... attachées chimiquement, ils vont se Exactement. répartir... Et chacune de ces petites colonies va reprendre la taille de la colonie initiale. Alors, quelle est la bonne méthode pour la combattre? Leur donner à manger. C'est-à-dire? Leur donner à manger. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent, ce genre de... Ben, ça peut être... on peut trouver des poisons là-dessus alimentaires. Que certains ont ça. Moi, j'ai trouvé des solutions et des recettes là-dessus qui fonctionnent très bien. J'utilise comme base alimentaire là-dessus soit la pâte chocolatée, du sucre glace ou autre chose avec lequel je vais mélanger à différents dosages là-dessus d'autres produits qu'on a dans notre garde-manger. Mais c'est tout simplement des choses qu'on a dans le garde-manger que j'utilise. C'est notre nourriture. Est-ce que vous avez trouvé une espèce qui vous pose vraiment un vrai problème, vous n'avez pas trouvé de solution? Et qui est vraiment nocif. J'ai pas trouvé encore quelque chose. Il y a toujours une solution parce qu'il y a toujours un message qui est porté. Alors je rappelle que vous êtes là depuis un bon moment au Québec. Hein. Vous êtes 21 ans. 21 ans, ouais. Vous avez fondé vous êtes venu en famille. Oui. Et donc, comment vous avez trouvé le changement climatique entre le sud-ouest, enfin parce que moi, sud-est. Sud-est, parce que moi je suis du sud-ouest et Bretagne. Donc c'est pas. Enfin, on retrouve un peu. J'ai toujours aimé la neige. Ouais, il y a moins de montagnes à Marseille quand même. Oui. Non, c'est pas qu'il y a moins de montagnes à Marseille. Marseille est entouré de montagnes. Ouais. Et au Québec, c'est plus côté, je dirais, ça me fait penser plus à la région parisienne. C'est beaucoup plus plat comme truc. Ah, c'est sûr, quand ils parlent de montagne ici, c'est pour les collines. Mont-Saint-Grégoire, bon, c'est des collines. On a de l'autre côté des monts et puis surtout la terre qui a été travaillée beaucoup plus là-dessus.
Mais bon, moi j'ai toujours aimé le côté neige, donc ça ne m'a pas gêné. Puis je suis tombé complètement en amour avec le Québec. Ça fait depuis l'âge de 6 ans que j'ai envie de venir au Québec. Donc, vous avez réussi votre rêve. Voilà. Et autrement, les espèces, parce qu'on a vu un problème aussi avec certaines espèces qui sont justement, là aussi il y a des méthodes pour essayer de retrouver un équilibre pour les cerfs par exemple. Enfin, on voit bien que dans certaines régions, il y a des déséquilibres aussi. Il y a des déséquilibres parce qu'il manque un élément. Dans Yellowstone, par exemple, voilà, on a réintroduit les loups. Exactement. Et ça a été merveilleux parce qu'il paraît que ça fait revenir tout l'écosystème. Non seulement l'écosystème, mais la rivière aussi. Oui, parce que les castors sont revenus. Voilà, la rivière a repris son lot parce que tout simplement les cerfs étaient là à manger au bord de l'eau, au bord du truc. Donc les rives se désagrégeaient, il n'y avait plus rien qui retenait. Là, en réintroduisant le loup, ça a équilibré les renards, ça a équilibré tous les petits rongeurs, ça a équilibré les grands cerfs et tout. Puis les loups ne vont pas attaquer forcément les humains, ils n'attaquent les humains que si véritablement ils n'ont rien d'autre à manger. C'est toujours les films de Hollywood ou de machin qui font ça. Mais on regarde combien de fois... moi j'ai vu, j'étais dans les Alpes en France avant de venir ici. Peut-être 300 mètres devant nous en montant la station de ski là, j'ai des loups qui passaient, j'ai une horde de loups qui passaient juste devant nous là, sur la route. Ils venaient d'Italie peut-être, c'est récent quand même le retour des loups. C'est quand même une bonne vingtaine-trentaine d'années où ils réinstallent ça. Mais il faut... Les ours aussi on a réintroduit dans les Pyrénées, moi j'étais dans le Béarn là. En tout cas, dites-moi, donnez-nous vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter. Tout simplement. Parce que je pense qu'on a fait un bon voyage. Si on peut mettre la photo de... J'ai mon site internet qui est en train de changer. Donc, dusorin.com. C'est vrai que garder la vie en vie, c'est pas mal. Garder la vie en vie, c'est la boussole antiparasitaire bioéthique et bio-responsable. Parce qu'on parle beaucoup d'éco-responsable. Oui, j'avais noté ça. L'éco, c'est écologie ou est-ce que c'est responsable économique? Oui, la boussole antiparasitaire bioéthique, bio-responsable, j'allais vous en parler. Donc et c'est justement pourquoi la boussole peut donner la bonne voie. La boussole, ça indique quoi? Ça indique toujours le nord. Ça indique, c'est comme un phare maritime. Ça va allumer dans la tempête, ça va allumer dans la nuit pour savoir où on doit aller. C'est ça que je veux. C'est un petit clin d'œil, quoi, on va dire. Voilà, pour ne pas perdre le nord. Exactement. Puis c'est le nord au milieu de toute la tempête, au milieu de toute cette forêt, je dirais pas forêt, mais de tous ces éléments de produits chimiques, de techniques chimiques, de techniques qui vont aller tuer la nature, qui vont aussi nous tuer parce que y a le problème, la grosse problématique des néonicotinoïdes là-dessus qui tuent les abeilles. Et s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'humains. Mais en même temps, si vous avez une perspective historique, au 19e siècle, on était 80 à 90% d'agriculteurs. Aujourd'hui, on est à peine 5 ou 10%. Alors, est-ce que c'est lié à une surexploitation? On a besoin sur moins de territoire, d'avoir plus de rendu, donc on utilise des pesticides dans cette idée. C'est surtout... Mais il y a quand même beaucoup moins d'agriculteurs. Il y a moins d'agriculteurs en quantité, il y a de plus grandes surfaces qui sont utilisées, et puis avec les introductions d'OGM, les OGM ne sont pas là pour rendre plus forts les En même temps, on est passé à 8 milliards d'individus, donc on a besoin de plus de nourriture. Ouais, si on prend l'exemple là-dessus, les 8 milliards d'individus, si on prend la... Je lisais justement l'autre jour une étude. Si on prend la densité de la ville de Paris, ces 8 milliards arrivent à rester dans, le Texas. Oui, j'ai entendu ça dans une émission. Donc, où elle est la surpopulation? Attendez, je crois que c'est l'Institut de la Liberté avec Charles Gave qui en a parlé. Ouais. Où elle est la surpopulation? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire si on reste juste dans le Texas, en prenant plus d'espace... Charles Gave disait qu'on pouvait, à Las Vegas, réunir les 8 milliards sur le territoire. C'est vrai, c'était assez donc, choquant. Quelque part, là-dessus, ce qu'on nous vend de trucs de surexploitation, est-ce que c'est pas dû juste à un certain nombre de personnes qui vont jouer là-dessus? C'est dangereux parce que Cousteau lui-même disait qu'il y avait trop de personnes et qu'il fallait penser peut-être à régler
le problème de moins avoir d'enfants, etc. Enfin, c'est quand même... ça va jusqu'au bout. Quand on va au bout de la logique, c'est bon. Est-ce qu'il y a trop de personnes ou est-ce qu'il y a trop de mauvaises façons de faire? Oui, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est ce que j'aurais mon point de vue. Si on prend... Une mauvaise gestion disons des capacités ou des opportunités d'exploitation. On parlait tout à l'heure d'agriculteurs. Avant, un agriculteur, quand il avait ses champs, il avait un champ qui était en blé, un champ qui était d'une autre espèce, un champ qui était d'une autre espèce, et puis il n'y avait pas énormément de pertes, à part la grêle ou des pluies diluviennes, mais au niveau insectes, il n'y avait pas énormément. Pourquoi? Parce que ceux qui attaquaient, les insectes qui attaquaient une espèce de graines, mais ils étaient attaqués par les autres, et ainsi de suite. Donc il y avait un équilibre. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc ça restait à peu près, je lisais ça l'autre fois, à une dizaine de pourcents de tout. Et puis, c'est une chose qui est rigolote, il y a eu des tests qui ont été faits, un épi de maïs OGM et un épi de maïs naturel. Ben, l'OGM n'a pas été touché par les insectes, l'autre était mangé à 10%. Mais quelque part, est-ce que le fait qu'il ne soit pas mangé par les insectes ne veut pas dire qu'il n'est pas comestible? Justement, qu'il est nocif pour nous. Si l'insecte qui est à la base même ne va pas le manger, c'est mais poser une question là-dessus. On est en train de se demander si on ne doit pas manger des insectes. Dans certains pays, en ça Europe, fait partie des bases. Non, c'est pas les insectes adultes, ce sont les larves. Parce que dans l'exosquelette... on parle des sauterelles, par exemple, ou des larves, vous savez, les larves dans les arbres, les grosses larves. Là. Oui, les grosses larves, la larve, il n'y a pas de problème là-dessus, ils arrivent à en manger. Mais la sauterelle, c'est rare qu'ils vont en pas Chine, par exemple, on mange du chien, on mange mais le chien des chats, on mange des rats aussi, les petits rats. Mais le seul détail, c'est que tout ça, ce sont des animaux comme on pourrait dire la vache ou quelque chose. On mange la même chose. D'accord. Alors qu'au niveau de l'insecte, il y a dans l'exosquelette, c'est-à-dire la carapace extérieure, un élément qui s'appelle la chitine et qui est toxique pour nous. Donc, nous faire consommer... Oui, donc on ne peut pas forcément manger Non, on ne peut pas manger n'importe quoi. C'est comme le lait, un peu. C'est un peu comme le lait. Il a fallu des siècles. Le lait de la vache peut être nocif pour nous. Je sais, je vais en faire bondir certains. Le seul détail, c'est qu'il y a à l'intérieur la vache dans son lait, elle met quelque chose pour faire grandir son veau rapidement. Voilà. Alors que ce qu'il nous faudrait pour nous, si on ne veut pas engraisser, si on ne veut pas avoir un surplus de choses. Et ça, c'est une amie qui est dans la nutrition là-dessus, qui nous expliquait ça. Ça serait de rester dans le lait de petits animaux, comme la chèvre, la brebis, etc. Bah oui. Je vais en parler avec ma femme, elle adore le fromage de chèvre. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Écoute, c'était passionnant parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchit bien à son métier, puis qui a une belle culture. Je pense que les gens peuvent vous appeler sans problème. Sans problème, ils auront 514-802-7564. Ils auront un consultant compétent. Merci beaucoup. Moi, je vais faire des conférences là-dessus, justement, pour expliquer ces ça fait partie des services que vous pouvez, donc on peut vous contacter aussi pour avoir des conférences. Il y a ça, et puis donc ça peut être des conférences au niveau des entreprises, des conférences au niveau tout simplement d'un quartier, au niveau de plusieurs familles, d'amis. On voudrait avoir des informations sur ou même des formations. Ce que j'offre aussi, c'est participer, faire partager tout mon savoir là-dessus. Et les gens vont devenir complètement autonomes là-dessus à la sortie de ces formations, qui sont après suivies avec du coaching, avec des choses comme ça. Bon, on était avec je reprends le terme, un joueur de flûte de Hamelin, mais moderne, vous l'avez compris. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette émission vous aura plu, comme la chronique de Reynald. À une prochaine fois. Et on vous prépare d'autres émissions. Merci bien.